Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 12 février 2022. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas lu, n'est-ce pas? Le dernier livre de Michel Houellebecq. Et c'est sûr que je vais en dire du mal. Et je vais vous expliquer pourquoi je vais vous en dire du mal, mais vous allez me dire du mal d'un livre qu'on n'a pas lu. Ouais, je sais, c'est Oscar Wilde, je cite de mémoire, j'ai très mauvaise mémoire, qui disait qu'il ne fallait pas lire les livres que l'on critiquait car ça troublait le jugement qu'on pouvait en avoir. Je cite de mémoire. Mais je vais m'arrêter d'abord sur un détail, en fait, qui n'en est pas un. L'importance qu'ont acquis en bibliophilie les livres de Michel Houellebecq. Et c'est un phénomène qui a commencé il y a à peu près une dizaine d'années et qui est révélateur d'un certain nombre de choses dont je vais vous faire part. Alors, il y a quelques années, un contact Facebook, on ne peut pas parler d'amis, mais un contact Facebook écrivain, bon écrivain, de surcroît aussi. J'ai lu quelques-uns de ses livres avec beaucoup de plaisir, ou je les ai lus. J'ai même fait peut-être 2 critiques positives, il va sans dire, sur ses livres, sur ma première... Ou était-ce dans ma première... Ouais, dans ma première chaîne. Sur ma première chaîne. Et donc, il me demandait mon avis comme libraire, à titre de libraire, sur la valeur des premières éditions qu'il possédait, un certain nombre de lettres que Houellebecq lui avait adressées, et un libraire parisien lui avait offert une somme considérable pour les lettres et les livres en question. Un autre ami bibliophile, je vais revenir sur lui aussi, parce que des amis bibliophiles, j'en ai pas tant que ça dans mon entourage. Et le bibliophile est quand même une espèce très, très, très rare. On n'en rencontre pas à tous les coins de rue des bibliophiles. Souvent, c'est une espèce aussi qui est mal jugée. Oui, parce que effectivement, le bibliophile est fétichiste, mais le fétichisme des autres est toujours une source d'embarras. Tandis que le nôtre, il va sans dire, nous donne beaucoup de plaisir. Mais celui des autres, on a l'impression d'assister à un truc vaguement obscène, aurais-je envie de dire. Alors cet autre bibliophile, ami bibliophile, qui lui fréquente ma librairie, ce n'est pas un contact Facebook, c'est quelqu'un avec lequel j'ai des relations existentielles, eh bien lui disait, me fait parvenir régulièrement des catalogues. Et il me disait, et il jugeait lui aussi, qu'en bibliophilie, ça y est, Houellebecq avait fracassait des retards fracassait des regards, 2 lapsus, fracassait en ligne 2 records de vente. Et pour moi, c'est un signe supplémentaire que Houellebecq ne franchirait pas le cap de la postérité. Pour moi, l'engouement dont il est déjà l'objet en bibliophilie, eh ben, est un signe avant-coureur de sa future déconfiture. Parce que là, ici, il n'est plus rendu à un certain niveau de spéculation, parce que c'est de spéculation dont il est question. Il n'est plus question de littérature. C'est de pouvoir juger d'un livre, d'un texte, et subodorer que l'objet livre lui-même, dont on se porte acquéreur, au fil des années va acquérir une plus-value supplémentaire, ce n'est plus un domaine qui est de l'ordre de la littérature. On est dans la spéculation. Alors, Houellebecq est devenu un objet spéculatif. Les livres de Houellebecq sont devenus un objet spéculatif. Ce qui témoigne bien, en tout cas d'un certain nombre de choses sur le fonctionnement de notre économie,
Mais il faut voir aussi un autre élément qui n'est pas anecdotique. Et Houellebecq étant un homme, un écrivain extrêmement intelligent. Je veux dire, c'est pas... Je veux dire, bon. Et comme la majorité des artistes qui sont extrêmement intelligents, c'est un génie du marketing. Et c'est là la force de Houellebecq. C'est dans le marketing. C'est dans la mise en marché. Son dernier livre, dont je vais vous parler, que je n'ai pas lu, Anéantir, je ne le lirai pas. Et je vais vous dire pourquoi je ne le lirai pas. Et je vais vous dire pourquoi je suis convaincu que c'est pas très bon non plus. Parce que déjà, j'y reviendrai sur son précédent livre, la Sérotonine, de toute façon. Bon, je m'égare. Alors, le phénomène, mettons en parallèle et de manière concomitante, l'objet spéculatif, Houellebecq est devenu une marque de commerce spéculative très importante, et l'apparition de son dernier livre, qui a été conçu, voulu, désiré par Houellebecq, un bel objet. Il a créé un bel objet. Alors, quand on peut voir en vitrine Anéantir, il est extrêmement sobre. Ce qu'on peut en juger, c'est du papier de qualité. Le livre est relié. C'est très élégant. Et cette élégance, à mon avis, Houellebecq est conscient maintenant qu'il est devenu un objet spéculatif, que ses livres sont devenus des objets de spéculation. Et il est conscient aussi, si vous prenez les livres qui ont été publiés dans les 20 dernières années, 25 dernières années, à commencer par les particules élémentaires et les autres qui ont suivi, eh bien, les livres sont pas beaux. Le papier est de mauvaise qualité. On comprend bien que physiquement, ils ne peuvent pas tenir la route. Ils ne peuvent pas... à terme, ils vont s'auto-détruire. Ils peuvent difficilement devenir des objets de spéculation. Pour qu'un livre reste, il faut d'abord que les conditions physiques de son existence soient réunies. Si, au bout de 50 ans, il se désagrège, il tombe en morceaux, je veux dire, il ne restera plus rien de l'objet spéculatif. De la même manière que les peintres des années 50 qui ont utilisé de l'acrylique, aujourd'hui, on est obligé d'avoir recours à des restaurateurs parce que la peinture s'écaille, elle s'effrite, et l'objet lui-même devient évanescent, devient un objet friable qui échappe à l'éternité de la spéculation. Parce que la spéculation et le temps, la spéculation, c'est un pari qu'on fait sur le futur. Et les deux doivent, pour pouvoir donner du fruit spéculatif, il faut avoir le temps devant soi. Il faut que le temps ne vienne pas mettre à mal notre investissement. Alors Houellebecq, je pense qu'il a subodoré, vu son extrême intelligence, que ses livres ne franchiraient pas le cap du purgatoire. Et ça s'appuie, mon expérience de vieux libraire maintenant, de libraire d'expérience. Et je vais revenir aussi, qu'est-ce qu'il faudrait acheter? Mais pour moi, ce n'est pas une bonne façon de penser. Parce que pour pouvoir vraiment spéculer dans le domaine de la bibliophilie, ce qui n'est pas votre cas, ce qui n'est pas le mien, il faut avoir des moyens inimaginables. Parce que les règles de spéculation en bibliophilie ne sont plus tout à fait les mêmes qu'il y a 20 ou 30 ans, par exemple. Où un amateur, avec des moyens plutôt réduits, pouvait se constituer une bibliothèque de livres rares avec assez de facilité. Aujourd'hui, il y a des choses qui cartonnent au niveau des prix de manière absolument insensée, en tout cas selon moi,
parce qu'ils sont devenus des objets de spéculation. Ce n'est plus l'honnête amateur qui achète des livres en se disant « je vais me constituer une belle bibliothèque d'auteurs que j'aime ». Parce que ça reste quand même la première règle de l'amateur de livres, de celui qui a une bibliothèque, c'est d'avoir des livres qui l'intéressent. Non pas des objets spéculatifs. C'est la règle de base. C'est la même chose en peinture ou en art. On n'achète pas que des œuvres d'art parce qu'on pense qu'on va pouvoir spéculer là-dessus. Ça vient gâter le plaisir, ça. On achète des œuvres d'art, on s'entoure d'œuvres d'art simplement, à la base en tout cas, parce qu'elles nous plaisent. Et peu importe que ce soit une chose d'une grande valeur ou non. Alors, ce qui a disparu dans le milieu de la bibliophilie, c'est l'amateur éclairé avec des moyens limités. Celui-ci vu la folie du marché de la bibliophilie, folie qu'on retrouve également dans le marché de l'art, qu'on retrouve également à la bourse, qu'on retrouve également dans un pari. En fait, le présent est si désolant d'une certaine manière qu'il ne nous reste plus qu'à spéculer à l'infini sur le futur. Alors, pour en revenir à je suis un peu rouillé, hein? Vous comprenez, ça fait longtemps que je n'ai pas été avec vous. Alors, Houellebecq, je reviens sur Houellebecq. Je vais finir en disant pourquoi je ne lirai pas son livre. Puis je vais vous dire pourquoi il est mauvais, son livre. Il faut quand même le faire. Hein? Bon, je ne suis pas à une outrance près. Et donc, il a pris conscience, en fait, que les objets spéculatifs, que sont ses livres, ne franchiraient pas, ne serait-ce que physiquement, l'épreuve du temps. Et il a compris également qu'il ne franchirait probablement pas l'épreuve spéculative du temps. Alors, ils sont devenus beaux. On me dit qu'on va rééditer chacun des titres avec une couverture élégante, et que là, tout à coup, il y a une sorte de corpus qui se met en place. Et je dirais, Houellebecq a compris très tard qu'un livre doit d'abord être beau physiquement avant d'être bon. Alors, et il a compris aussi que la beauté, rien ne fascinait plus la beauté que les êtres humains. Qu'au fond, la beauté nous est plus nécessaire que la bonté, par exemple. Vous voyez? La beauté, on a besoin de beauté. On a un besoin viscéral de beauté. La beauté nous fascine. La beauté des êtres humains, la beauté il y a des êtres humains d'une extrême beauté et qui sont l'objet de convoitises, qui sont l'objet d'une fascination. La beauté de la nature, la beauté des œuvres d'art, la beauté du patrimoine architectural. Au fond, nous n'avons d'intérêt que pour la beauté. Et après, bon, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? De la beauté, en fait, découle tout. Alors, si une chose n'est pas d'emblée harmonieuse, il est possible que sa dysfonction finisse par être manifeste. Que sa laideur intérieure, parce que ça aussi, c'est un argument, il est beau à l'intérieur. Hein, quand on parle d'un être humain qui, en fait, quand on dit d'un être humain qu'il est beau à l'intérieur, c'est que généralement, il n'est pas doté d'un physique avantageux. Une manière de consolation. Maintenant, la bonté serait une sorte de chose consolatrice. Par contre, la bonté, dans notre vie quotidienne, existentielle, aussi, ça nous est nécessaire. Mais pour pouvoir vraiment avancer dans l'existence, on a besoin de s'entourer de beauté. La beauté est un besoin viscéral chez l'être humain. Et c'est quelque chose qui est une source. Si la laideur peut être fascinante, parce qu'il y a une sorte de laideur aussi qui provoque, qui appelle à l'ébranlement, mais la beauté, elle, nous amène dans une extase, dans une sorte de ravissement. Et puis le but de l'existence, c'est quand même l'extase, n'est-ce pas? Et la beauté est une des choses qui provoquent l'extase, si nécessaire. Alors, je vous laisse établir vous-même la liste des choses qui vous met en extase,
Mais vous savez que c'est ça qu'on recherche au fond. C'est ce qu'on recherche également dans la lecture de certains livres. Est-ce que les ouvrages de Houellebecq provoquent l'extase? Évidemment pas. Ça tombe sous le sens. Je ne connais aucun lecteur qui m'eût avoué qu'il avait eu une extase esthétique en lisant Houellebecq. Les livres de Houellebecq, ils sont laids, en fait. Ils étaient laids physiquement. Maintenant, le processus, on tente d'en faire de beaux objets. Maintenant, ils deviennent beaux. Ils ont plus de chances, à mon avis, pas très grande, de passer l'étape du temps, le purgatoire. Est-ce qu'il va aller dans les limbes? C'est possible, parce que si on réfléchit sur le temps long de la littérature, il y a des millions de livres qui paraissent à travers le monde, en intégrant l'idée que notre civilisation de l'écrit survive. Dans 100 ans, combien de ces auteurs-là, aujourd'hui, vont être lus dans 100 ans? C'est facile à prévoir si on regarde les siècles précédents, une petite quinzaine tout au plus. Bon, mais les auteurs n'ont pas à écrire, n'ont pas à publier pour un lectorat qui n'existera peut-être même plus dans 50 ans ou 100 ans. Alors, ils écrivent, les hommes et les femmes qui écrivent et qui publient le font pour leurs contemporains immédiats. Ça, c'est clair. Et c'est le cas de Houellebecq. Houellebecq ne s'est adressé qu'à ses contemporains, mais on sent le doute. On sent le doute par le fait qu'il est devenu un objet spéculatif. Ses livres sont devenus beaux physiquement pour pouvoir survivre physiquement aux outrages du temps, échapper à la destruction de l'objet. Et ces deux choses-là qui s'articulent ensemble me fait dire qu'il réfléchit, là, qu'il est entré dans une sorte de pré-postérité. Et Houellebecq est un érudit, c'est un lecteur magistral. Il n'est pas sans savoir que la quasi-totalité des auteurs populaires d'aujourd'hui vont disparaître pratiquement sans laisser de traces. Les livres ayant eux-mêmes s'étant autodétruits, détruits physiquement, non pas autodétruits, et que bien conscient de maintenant mais c'est un peu paradoxal parce que il a annoncé, d'ailleurs je vais repartager en note en bas d'écran la vidéo, une des vidéos les plus assassines que j'ai commis, M. Houellebecq, je vous dirais, il s'en fout comme de l'an 40, sur un auteur et sur son avant-dernier livre, Sérotonine, que j'ai trouvé d'une extrême médiocrité. Tant dans la forme que dans le fond, une vraie arnaque. Je l'explique, je ne vais pas me répéter ici. Et avec cette finale où il annonce la mort de la littérature. Hein. Il annonce la mort de la littérature et j'aurais envie de dire, il est bien placé, vu l'engouement que ses livres provoquent, il est bien placé pour juger que l'histoire de la littérature était terminée. Et là, je vais vous parler maintenant d'un livre de ce livre, son dernier que je n'ai pas lu. J'ai lu des critiques ici et là, c'est assez partagé. Pour moi, ça ne veut rien dire une critique partagée au fond. D'abord, l'unanimité, elle existe simplement dans les cas d'une extrême médiocrité, et puis la plupart du temps, ça ne vaut pas la peine de s'y arrêter. Tandis que la plupart des ouvrages, quand on se donne la peine de les lire, ce que je ne ferai pas pour le dernier Houellebecq, je dis je le ferai pas. C'est possible si jamais je me retrouve un jour dans un chalet dans le fin fond de la forêt québécoise et que c'est un des seuls livres que j'ai sous la main. Peut-être je vais aller vérifier l'assertion de Wilde qu'au fond, c'était inutile d'aller vérifier, on le savait déjà. Peut-être que ce sera le cas. Ce qu'on m'a dit, ce que j'ai lu ici et là, c'est qu'il y avait une intrigue
sur le terrorisme, entre autres, qui n'aboutissaient pas. Qu'au fond, il y avait une sorte de mise en place dans le scénario même d'une cellule terroriste obscure, technologique, qui en tout cas créait beaucoup d'ennuis à la société. Et que cette histoire-là, mise en place, n'aboutissait pas. Que ça se terminait, on savait que l'histoire était laissée en place sans trop savoir pourquoi. J'émets une hypothèse, il n'y aura jamais de victoire sur le terrorisme. Alors, peut-être c'est l'arrière-plan philosophique de la proposition de Houellebecq. La guerre au terrorisme n'aura jamais de fin. Alors, il n'y aura jamais un jour où on va dire, ça y est, on a gagné la guerre. C'est pour ça aussi, la guerre que les Américains ont livrée à Al-Qaïda il y a 20 ans, c'était l'entrée de la guerre qui ne trouverait jamais son dénouement. En fait, la guerre permanente, autrement dit. L'état de guerre permanent. Et là, avec la COVID, on comprend que l'état d'exception est devenu peut-être permanent aussi. Qu'on va être toujours dans des crises de plus en plus aiguës. Alors, à supposer que c'était ce qu'a voulu montrer de manière implicite Houellebecq, qu'au fond, notre vie quotidienne serait rythmée par l'interruption régulière d'actions terroristes qui ponctueraient notre existence sans jamais de solution envisageable à moyen ou à long terme. Hypothèse. Deuxième chose que j'ai cru comprendre. Le rêve occupait une place importante dans anéantir. Et puis, le titre lui-même, anéantir, on s'anéantit comment? On s'anéantit par le sommeil. On s'anéantit par l'abrutissement. On s'anéantit par l'alcool, l'usage de psychotropes. On s'anéantit dans la morosité. On s'anéantit par le refus de la beauté. On s'anéantit. Il y a mille et une manières de s'anéantir. Et qu'au fond, dans l'anéantissement aussi, il y aurait un désir de repos. Il y aurait un désir d'effacement. Il y aurait un désir de passer à autre chose. Alors que le rêve occupe, avec le titre en tout cas, que la description des rêves que fait le personnage principal soit mis en évidence, m'apparaît logique en tout cas, eu égard du titre. Et que le rêve aussi a un lien avec l'écriture. Bon, c'est que pour écrire de manière, je pense, je ne suis pas un écrivain, mais pour écrire de manière sensible, en fait, pour écrire intelligemment, il ne faut pas trop être intelligent. Je pense que l'état de veille, la somnolence, permet aux pensées inédites, incongrues, qui nous intéressent au fond, et qui peuvent être porteuses de beauté. L'état de veille, de demi-sommeil, est tout à fait propice à... Les rêveries ensommeillées sont propices à révéler une certaine forme de beauté. On peut pas, en fait, pour écrire facilement, il faut que la volonté cède le pas à quelque chose d'autre. Il faut pouvoir écrire en état de grâce, ou réfléchir en état de grâce, ou réfléchir ou en état d'extase, hein? Eh bien, il faut que l'esprit logique, l'esprit rationnel, l'esprit cartésien soit mis en état de veille. Alors, et qu'il y avait une sorte de plaisir à écrire en émergeant de la nuit.
Et ça, les critiques que j'ai lues disaient que cette description-là, qui revenait régulièrement dans, dans Anéantir, avait quelque chose de profondément lassant. Alors pourquoi je ne le lirais pas aussi? Ben, je ne le lirais pas aussi parce que j'ai eu un véritable coup de sang en lisant Sérotonine. Comme je vous dis, je vais repartager en note en bas de page, en note en bas d'écran, euh, une véritable fumisterie. Et je pense que le, le convoi, pour employer un mot à la mode, le convoi Welbeck est arrivé en gare. Je pense qu'avec Anéantir, ben pour moi c'était déjà terminé avec Sérotonine, mais là je pense que le, le- il sait maintenant qu'il est rentré, le, l'actualisation, l'actualité, dis-je, de ses livres est d'une certaine manière terminée. Maintenant, la partie va se jouer autrement. Un dernier mot sur la bibliophilie. Cet ami bibliophile qui fréquente ma librairie me, me demandait mon avis sur ce qu'on devait, sur ce qu'on devait acheter si on avait envie de spéculer. Eh bien, je lui répondais qu'il fallait y aller du côté des obscurs. Il fallait y aller du côté des auteurs qui ne sont pas populaires, qui sont dans des maisons d'édition, qui publient dans des maisons d'édition euh, dont le souci esthétique de l'objet est premier. C'est très important que le livre soit beau physiquement avant d'être bon. Je sais que cette phrase-là, vous m'avez entendu dire dès le début, c'est pour la majorité des lecteurs, c'est une hérésie, mais là, ici, on se place du point de vue de la bibliophilie. Il faut que le livre soit beau physiquement. Il faut que l'auteur soit obscur. Il faut que le tirage soit limité dès le départ. C'est-à-dire qu'il n'a pas été diffusé partout. Il faut que l'auteur ait échappé euh, à la critique des journaux. Idéalement, dans les dernières revues ou dans des revues spécialisées, ah oui, une autre chose, qu'il est autour de... que son lectorat soit fidèle et qui le suive depuis des années. Il faut que l'auteur, l'autrice, ait constitué autour de son travail un cercle fervent de lecteurs qui livre après livre, le soutiennent dans son travail de création. Alors, regardez autour de vous, ceux qui veulent s'adonner à ce jeu, quels sont les auteurs qui échappent au radar de la critique, dont les livres sont physiquement beaux, tirés, à petit tirage, dans des maisons d'édition marginales, et que se sont constitués, et que ces auteurs-là, au fil des années, se sont constitués une œuvre importante, et dont le cercle des lecteurs, des lectrices, soit un cercle de fervent, qui a une ferveur marginale, certes, mais une véritable ferveur autour de l'œuvre. Une autre condition qu'on pourrait ajouter, en bibliophilie toujours, le jumelage entre le travail d'un artiste visuel et une poète ou un poète. Que le peintre est déjà lui aussi constitué, est déjà une œuvre derrière lui, et que l'auteur, l'autrice également, et qu'ils aient fabriqué, qu'ils aient conçu ensemble un objet unique, lithographie, papier. Et là, il y a des possibilités réelles que cet objet livre-là, beau, ça c'est une condition sine qua non, dans le cas d'un livre d'artiste, ça va sans dire,
eh bien là, il y a des possibilités aussi que le livre passe à travers le temps. Alors, c'est des conditions difficiles, il faut être un lecteur, et je crois pas que, sans mépriser le lecteur moyen de Michel Houellebecq, je ne crois pas que le lecteur moyen des livres, le lecteur lambda de Houellebecq, soit en mesure de spéculer sur ce qu'on va lire dans 25, 30 ans, 40 ans. Et que le lecteur lambda ait du plaisir à lire sans se préoccuper de qui va rester ou pas, je pense que c'est le plaisir de base de la lecture. Mais celui qui s'engage sur le chemin, sur le chemin de la spéculation, et qui a de l'argent à dépenser, hein, ou à investir, parce qu'il faut bien comprendre que ceux qui achètent à des prix de fou les ouvrages de Houellebecq sont des investisseurs. Ce ne sont plus parce que s'ils avaient une véritable connaissance de comment se jouent les mécanismes de la postérité, ben, ils ne mettraient pas un sou là-dedans. Ils gageraient plutôt que... Ils gageraient contre si c'était possible. Hein, comme font les courtiers à Wall Street qui spéculent contre une compagnie. Alors, on peut s'enrichir très très vite quand on comprend qu'une compagnie va s'effondrer. Et je pense que ça va être le cas le marché Houellebecquien, à mon avis, dans 25 ans, va être anéanti. C'est ce que mon analyse de courtier de postérité fait. Mais bon, en ce domaine, n'est-ce pas, nul n'est prophète. Mais si on analyse, si on regarde, si on fait juste la liste des 121 Nobel de littérature, si vous prenez juste j'en faisais l'exercice avec cet ami bibliophile, de me nommer ceux qu'on lit encore, c'est pas les 10 doigts de la main sur les 121. Non pas 120, parce qu'il y a une année, vous le savez, l'Académie suédoise avait, à cause de MeToo, à cause d'un MeToo au sein des jurys de l'Académie, n'avait pas décerné son prix, sa récompense annuelle. Et finalement, on en a donné 2 l'année suivante. Peter Handke et une auteure polonaise dont le nom m'échappe. Et j'avais trouvé ça, enfin, et résultat des courses, Handke a pris toute la place. Alors, c'était d'en nommer 2 d'un coup, ça n'avait pas été sympathique. Et cette autrice polonaise, dont le nom m'échappe, je pense qu'elle en a fait les frais. Enfin. On pense déjouer un MeToo, puis finalement, on montre à nouveau à quel point on peut être sexiste par un détour inconscient. Ouais. Alors, c'était une première vidéo pour aujourd'hui. Je vous avais dit avant-hier que je vous parlerais de cette affaire plus que montée en épingle des fosses communes autochtones, des charniers autochtones. Mais c'est très révélateur sur notre époque. Je me proposais de vous en glisser un mot, et ça, c'est pour mes amis, mes quelques amis et précieux amis. Je peux vous faire un aveu. Attendez, je vais quitter là-dessus, je vais vous faire un aveu. J'ai des amis très attentionnés, des amis youtubesques, très attentionnés, qui me donnaient des conseils pour augmenter mon auditoire. Et des gens tout à fait sympathiques qui me veulent du bien. Eh bien, je vais vous faire un aveu en terminant cette vidéo. Je ne souhaite pas augmenter mon auditoire. Je ne souhaite absolument pas. Et même, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été si longtemps absent. C'est que, honnêtement, j'aime la confidentialité. Je suis content, on est une petite centaine.
ensemble. Et pour moi, c'est déjà beaucoup. Alors, faire du chiffre, ça m'a juste l'idée de faire du chiffre, hein, en utilisant ce mot que je trouve, qu'on retrouve dans le langage des gens de commerce, faire du chiffre. C'est sûr, pour un libraire, faire du chiffre, une petite librairie d'occasion et d'ancien comme la mienne, faire du chiffre, c'est comme délirer, au fond. Je veux dire, je peux bien faire du chiffre si je veux, mais je suis pas dans le bon secteur d'activité. Il faudrait que j'aille dans la Big Pharma, ça fait du chiffre. Mais un libraire d'occasion et d'ancien, ça fait pas vraiment du chiffre. Alors, toute cette notion-là d'augmenter mon auditoire, la perspective d'augmenter mon auditoire, eh bien, c'est simple. Ça m'a gâché le plaisir. Puis je sais que les gens qui m'ont conseillé des trucs, et puis qui m'ont invité à faire une bande-annonce, un générique, toutes ces choses tout à fait louables. Hein? Et puis il y a des gens qui travaillent très très bien dans ce domaine-là. Et je les respecte et je les admire même de leur créativité, de leur intelligence et tout ça. Mais c'est pas mon truc. C'est pas mon truc à moi. Moi, j'aime l'improvisation, j'aime l'organique, j'aime le désordonné, j'aime le bordélique, j'aime la confidentialité, j'aime les choses qui échappent au radar, justement. J'aime les auteurs confidentiels, j'aime ce qu'on ne voit pas, j'aime ce qui est dédaigné, j'aime la marge, au fond. C'est pas que c'est pas une conduite d'échec, là. Au fond, j'aime être libre. Voilà. J'aime être libre. J'aime faire à ma tête. J'ai pas pratiqué, j'ai pas quitté l'école tôt dans la vie pour rien. Je supportais plus les classes. Je supportais plus les professeurs. Je supportais même plus qu'on m'impose des lectures. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté l'école. Les lectures imposées, pour moi, c'est un cauchemar. Et que tant de jeunes ne lisent pas aujourd'hui, ben c'est parce que le système scolaire les a dégoûtés de la lecture. Et ils ont raison de ne pas lire. Ils ont raison de ne pas lire. Ils ont raison de s'être détournés de ça. Et moi, en tout cas, quand j'ai pris la décision, pour une multitude de raisons, quand j'ai pris la décision d'abandonner l'école à l'âge de 15 ans, c'est que j'ai vu deux voies s'ouvrir devant moi. La voie où je reste assis, tranquille, je deviens un bon élève, ce que j'aurais pu être, évidemment. Être un bon élève, c'est à la portée d'à peu près tout le monde, hein, qui se donne la peine. Et j'abandonne ma passion pour les livres. Et que je l'abandonne, tout simplement, que ça devienne plus de passion, parce que c'était la passion qui m'animait. Eh bien, ça fait de telle sorte que j'ai quitté l'école. J'avais pas vraiment le choix. Et qu'il fallait que je fasse confiance à ma passion et comment cette passion-là me porterait. Comment cette passion-là, au fond, m'amènerait là où je suis, d'une certaine manière. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être avec moi. À la fin de la journée, je vous reviens. Aujourd'hui, donc, c'est un programme double. Ouais, déjà. Ah, ça, c'est un autre reproche qu'on m'a fait. Ils sont beaucoup trop longues, tes vidéos. Beaucoup trop longues. Ça aussi, j'ai pas envie de faire des trucs formatés. J'ai pas envie de me dire, si vous en avez marre au bout d'une minute, ou même si vous en avez marre totalement, écoutez, c'est pas plus grave qu'il faut. Hein? C'est pas plus grave qu'il faut. Et de commencer à me dire, parce que bon, YouTube, vous savez, les logiciels disent, OK, les gens y écoutent tel pourcentage, et puis au bout d'un certain temps, ils décrochent. Mais oui, mais tout le monde décroche en ce moment. On est sollicité partout, sans arrêt, par toutes sortes de trucs. Fait que, écoutez, je comprends très bien, qu'au bout de 5 minutes, au bout de 2 minutes, au bout de 30 secondes, vous en ayez assez. Et puis, c'est pas plus grave qu'il faut.
Alors, voilà. J'avais envie de m'exprimer. Je le fais. Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, soyez-en remerciés. Je vais reprendre parce que j'ai du plaisir à faire ça, mais soyez gentils, là, ceux qui viennent à ma librairie me disent Bruno, fais des montages, fais des vidéos courtes, euh, augmente ton auditoire. Non. Prenez pour acquis, là, les quelques-uns qui m'écoutaient, je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas euh, faire du chiffre, je veux pas ça. Moi, ce que je veux faire, c'est faire des lettres. Merci et à plus tard.